Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de CSS Télévision, la chaîne de la maman nationale. C'est votre émission Duel, une émission que nous tournons ici chaque jour à partir de 11h, la rediffusion à 22h. C'est votre chaîne. Sur ces plateaux, déjà, nous avons la présence de mes invités. Je disais, mes invités, nous avons la présence de monsieur Freddy Mwamba. Il est cadre de l'AFDC, regroupement au parti cher au président Bahati Lukwebo, lui qui est le président de l'Assemblée du Sénat, le président Bahati Lukwebo. Alors, monsieur Freddy, soyez le bienvenu. Merci de l'invitation. Je suis très heureux de participer pour la première fois à cette grande émission dénommée Duel, bien entendu, sur Canal Studio Satellitaire. C'est ma première participation. J'espère que tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout vont se reconnaître dans les analyses que nous allons faire en rapport avec les fondamentaux sur la bonne marche de la République, je l'espère bien. Et la Bible déclare... je me réveille, je me couche, je m'endors et je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné le souffle de vie. Je salue également tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci, monsieur Freddy Mwamba. Je précise que vous êtes au cadre de l'AFDC, parti cher au sénateur Bahati Lukwebo. Dans quelques minutes, il y aura également la présence de monsieur Manix Yenda, lui qui est porte-parole du LGD, donc parti cher à l'ancien Premier ministre Matata Pogno. Mais déjà, sur ces plateaux, je suis déjà avec mon deuxième invité, qui est déjà habitué de cette émission. Lui, il s'appelle Maître Rodrigue Ramazani. Il est porte-parole d'un grand parti des intellectuels, parti de l'honorable Sessanga. Il est là avec nous. Maître Rodrigue Ramazani, c'est le bienvenu. Merci de faire pour l'invitation. Je salue les Congolais qui nous suivent partout où ils sont. Je salue mon co-débatteur du jour, dans l'espoir que nos échanges aideront la République à mieux s'orienter qu'aujourd'hui. Voilà, je précise que vous êtes de l'Envol. L'Envol est dans la Mouka, vous êtes dans l'opposition républicaine, vous êtes des résistants. Comment on peut définir l'Envol? Finalement, cette question, elle est vieille comme le monde. Vous savez, à l'opinion, on s'est posé la question de savoir si l'Envol est dans l'opposition ou bien dans la majorité. Cette question Non, je n'ai pas dit la majorité. Dans l'opposition, dans la Mouka ou dans la résistance? Même la Mouka, opposition, résistance, c'est vraiment vieille comme le monde. Nous sommes une partie de l'opposition. Je crois qu'en République démocratique du Congo, il y a une loi qui organise l'opposition démocratique du Congo. De surcroît, c'est une loi écrite par la main de l'honorable Sessanga. Donc l'enfant est un parti de l'opposition et je sais que l'opinion qui nous regarde le sait. Voilà, merci Maître Rodrigue Ramazani. Je veux revenir vers vous dans quelques minutes, mais je préfère commencer avec cette question biscuit, comme on a toujours l'habitude de le faire ici sur la chaîne de la maman nationale. Monsieur Freddy Mwamba, vous êtes de l'AFDC, vous êtes de l'Union Sacrée. Quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, il y a le peuple congolais qui ont voulu savoir l'état des droits sous le régime Félix Tshisekedi. Est-ce une réalité ou une utopie? Il y a ceux qui pensent que les prisonniers arrêtés sous le régime Tshisekedi, ils ont l'habitude d'aller faire leurs petites vacances au Makala et puis 2, 3, 4 jours, 1 mois, 2 mois, ils sont libres, liberté provisoire. Est-ce le cas? Bon, moi, je pense que ça dépend de la manière dont chacun voit les choses, mais ce qu'il faudra que l'opinion retienne, c'est qu'il y a quand même un bond en avant qui a été fait en rapport avec le fonctionnement de la justice dans notre pays, contrairement à ce qui était en train de se faire avant. Il ne faut pas que les gens considèrent que... Monsieur Regan, je peux avoir la photo ici derrière. Il y a eu... des hommes en robe. On a accordé en fait une liberté provisoire à M. Vidi Chimanga, qu'il faudra qu'il considère que grosso modo nous n'avons pas une justice juste dans ces pays et que nous avons affaire à une justice sur la tête du client ou bien à l'instrumentalisation d'une
justice dans notre pays, bien à l'instrumentalisation de la justice dans notre pays. Donc, ils ne peuvent pas se servir de cet exemple parce que ils doivent savoir que chaque jour ici, il y a des gens à qui on accorde des libertés provisoires au niveau de Makala. Si nous parlons aujourd'hui de Vijay Chimanga, c'est parce qu'il est sous les feux de projecteurs. C'est pourquoi nous en parlons, c'est pourquoi on parle dit que c'est la coutume. Parfois, on dit que c'est la coutume sous le régime Tshisekedi. C'est parce que tout simplement, il n'est pas les premiers. Toutes ces personnalités sont des personnalités notoires que les gens connaissent. C'est pourquoi ils font des analyses dans ces sens-là. Mais il faut dire qu'il y a des efforts qui sont faits dans le sens de faire en sorte que nous puissions véritablement avoir une justice juste dans ces pays. Un état des droits, c'est un état où les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes droits. L'auto-limitation de l'état par le droit. Les droits créent son propre droit qu'il est appelé lui-même à respecter. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. C'est pas facile de voir un proche du président de la République être interpellé par un magistrat, c'est pas facile. Mais si ça commence à se faire, ça veut dire qu'il y a quand même des avancées qu'il faut pouvoir noter et aussi reconnaître aussi que quand un magistrat est en train d'instruire, il instruit à charge et à décharge. Et puis, une instruction, elle est inquisitoriale. On ne sait toujours pas ce qui se passe lorsqu'on instruit. Et le magistrat lui-même sait pourquoi il met quelqu'un en détention provisoire et c'est pourquoi il accorde la liberté provisoire. Donc l'état des droits, ça peut être comme c'était, ce n'est pas de la poudre comme c'était en fait un acteur politique qui, au demeurant, est un responsable des partis politiques. Les magistrats peuvent se dire, bon, je ne saurais pas instruire en toute quiétude. Je pense qu'il faut qu'il soit à un endroit où je peux, n'est-ce pas, l'interroger facilement. À chaque fois que j'ai besoin de lui, je peux l'avoir facilement sans qu'il s'amène par exemple avec des militants et qu'il y ait trop de tintamarre et que les gens commencent à vociférer à l'extérieur et tout ça. Ça peut être une stratégie du magistrat, mais il ne faut pas que les gens considèrent que, bon, parce qu'il a été libéré, que, en fait, aujourd'hui, nous avons à l'instrumentalisation de la justice. Non. Merci. C'est un peu cela. Merci, donc, monsieur. moi, je vois les verres à moitié, les verres à moitié pleins. Merci. Donc, en dépit des difficultés, il y a quand même certaines avancées qu'il faut, qu'on peut enregistrer. Voilà, merci. Cela. Merci, monsieur Freddy Mwamba. Je précise que vous êtes cadre de la FDC, parti cher au sénateur Bati Loukou. Vous Bien entendu. Consacré. Alors, maître Rodrigue Mwamba, je précise que vous êtes porte-parole d'un grand parti. Rodrigue Ramazani, je m'excuse. Vous êtes porte-parole d'un grand parti, en vol, parti de l'honorable Délice Sanga. Pensez-vous que l'état de droit sous le régime Tshisekedi, c'est une réalité ou c'est une utopie? Bonnet blanc, blanc bonnet. La même chose. Sous Kabila, sous Tshisekedi, c'est la même chose. Sous Tshisekedi, nous avons des prisonniers d'opinion. Je salue Jimmy Kitenge de là où il nous suit. Je salue Barnabé Miningano qui a perdu son enfant. Je lui présente mes condoléances. Je salue tous les prisonniers d'opinion sous Félix Tshisekedi, qui sont tous la majorité d'entre eux poursuivis pour outrage au chef de l'État. C'est l'infraction en vogue. Et il y a aussi cette affaire d'éthérés, des faux bruits. Et ce sont ceux-là qui ne peuvent pas bénéficier des libertés provisoires. La liberté provisoire sous Félix Tshisekedi est sélective. La liberté provisoire ne concerne que ceux qui baignent dans la rétrocommission. La liberté provisoire ne concerne que ceux qui sont dans la corruption. La liberté provisoire ne concerne que ceux qui sont dans le détournement. Donc, aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, le problème qui se pose, c'est la liberté d'opinion. Il ne faut pas avoir une opinion contraire au pouvoir. Et lorsque vous avez l'opinion contraire au pouvoir, vous êtes victime des agents de renseignement qui vous font des filatures. Vous êtes victime comment on appelle ça, de poursuites judiciaires injustifiées. Même cavalière, vous en êtes victime. Donc l'état de droit en soi, qui est le vœu de constituant, vouloir soumettre l'État sous le droit, sous la force de loi de la République, nous sommes encore à 1000 kilomètres pour l'atteindre. Nous sommes très loin de ça. Nous venons avec Kabila, nous constatons que c'est le kabylisme qui continue. Quand M. Freddy dit il voit le verre à moitié plein, il dit quand même il y a écoutez, je suis responsable de mes propos, il n'y a rien.
d'état de droit aujourd'hui. Parce qu'on parle d'état de droit parce que vous êtes à Kinshasa. Lorsque vous parlez d'état de droit, les gens se limitent au texte. Il faut aussi aller voir les conditions de travail des magistrats à l'intérieur du pays. Il ne faut pas se limiter là. Il ne faut pas se limiter à Kinshasa. On a quand même amélioré les conditions de vie Vous savez, moi je préfère plus parler de réalité que vivent des Congolais qui restaient dans des théories vaines. Je suis un futur décideur, je préfère que mon discours politique reste celui d'un décideur, de celui qui analyse les faits de sa société et qui le démontre à suffisance. Mais rester dans un carcan des textes et de choses, vous allez vous rendre compte que vous serez loin de la réalité, mais vous serez très proche de documentation. Je suis quelqu'un qui se documente beaucoup, mais j'aime plus la réalité de mon peuple. Qu'est-ce que notre population vit aujourd'hui? Notre peuple ne vit pas l'état de droit. Ma population ne vit pas dedans. La réalité est que ceux qui ont détourné, ceux qui ont corrompu, je ne vais pas vous citer de nom, mais je vais vous donner des indications. L'ancien ministre de la Santé, poursuivi pour cette affaire, de l'argent de Covid-19, jusqu'aujourd'hui, j'espère qu'il est toujours en liberté provisoire. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui a bénéficié des libertés conditionnelles, liberté provisoire, ensuite acquittement, alors qu'il s'agissait de détournement. Jusqu'aujourd'hui, nous n'en connaissons pas la suite. Nous avons vu un jugement, mais nous ne savons pas quels sont les contours de cette affaire. Tout est resté dans le flou. Et après, il y a cette affaire encore avec un ancien conseiller qui avait imité, qui avait fait l'usage de faux avec la signature du président de la République. Je vous apprends que jusqu'aujourd'hui, il est en liberté. Vous parlez des lobos. Écoutez, moi je ne cite pas le nom de gens, je te laisse. Je ne veux pas faire la publicité des personnes qui n'en valent pas vraiment la peine, parce que notre société mérite la qualité et non de la médiocrité. Aujourd'hui, vous avez cette fameuse affaire avec le conseiller très stratégique qui directement a joui d'une liberté. D'ailleurs, c'était prophétisé. Nous tous on le savait qu'il était allé plastronner et puis il va revenir. Cette affaire va couler sous douce. Donc le conseil est très spécial. Donc pour vous, sous le régime Tshisekedi, les conseils du chef ou les gens arrêtés, la prison de Makala, c'est un lieu touristique pour eux? Oui, mais je peux vous démontrer que la justice aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, ne traque que les opposants. Je vous donne un cas. À l'époque où Jean-Marc Kabound était avec les pouvoirs en place en odeur de sainteté, vous savez combien des actes répréhensifs que M. Kabound avait posés? Plusieurs actes répréhensifs, mais il n'a jamais été poursuivi. Eux-mêmes les disent. Je crois que Peter Kazadi et tant d'autres l'ont dit sur le plateau de un de vos confrères, Bossona Politique. Nous ne voulions pas mettre à nu la saleté du pouvoir. Ça veut dire qu'il y a une justice du pouvoir et il y a une justice des opposants. Donc aujourd'hui, sous Tshisekedi, parler d'un état de droit, c'est cracher sur la mémoire de Etienne Tshisekedi. Merci, Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole de l'envol. Monsieur Freddy Mwamba, vous êtes de la FDC. Maître Rodrigue, il est tout près de la réalité. Apparemment, vous n'êtes pas en contact de la réalité. Il nous a cité des cas ici. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est faux? Moi, je trouve normal qu'il soit sous l'emprise d'une grille de lecture pessimiste. Il est de l'opposition. Il ne fait que jouer son rôle d'opposant. Moi, je ne vois pas les choses. C'est un futur décideur. Il préfère garder un discours responsable. Il ne s'agit pas du juridisme. Nous ne sommes pas en train de faire le juridisme ici. Ce sont des faits que nous sommes en train d'évoquer. Je pense que le président de la République lui-même l'a reconnu, parce qu'il n'a pas voulu y aller justement avec les dos de la cuillère. Le président de la République a dit sincèrement, il a parlé à cœur ouvert, il a dit sincèrement aux Congolais qu'il y avait bien évidemment des problèmes au niveau de notre appareil judiciaire. Lui-même, le président de la République, l'a reconnu. Ça veut dire que, vous savez, pour arriver à résoudre le problème, il faut procéder d'abord par un diagnostic complet, par faire un diagnostic complet et systématique de la situation pour une thérapeutique ou bien une thérapie plutôt à la hauteur du diagnostic qui a été fait. Et le président a posé des bons diagnostics en rapport avec les problèmes que nous connaissons au niveau de notre justice. Et je pense que dans le cadre des efforts qu'il faut faire au niveau de la justice, nous avons maintenant aujourd'hui un nouveau président du Conseil supérieur de la magistrature qui va faire des efforts, parce qu'il faut dire que c'est l'organe disciplinaire de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature. À ce moment-là, on va commencer à faire les suivis, de telle sorte que toutes les brebis galeuses soient, n'est-ce pas, toutes ces brebis soient mises de côté, de telle sorte que nous puissions davantage bonifier notre justice.
Et donc, il y a un travail qui est en train de se faire, parce qu'il faut voir d'où nous venons et où nous sommes en train, et où nous sommes en train d'aller. Et je le comprends bien lorsqu'il dit qu'il y a une sorte de focalisation. Et bon, je le comprends comme il fait il y a plus les prisonniers des opinions. Bon, lorsqu'il parle des prisonniers d'opinion, moi je pense qu'il y a un débat. Parce qu'il doit comprendre, c'est un avocat ici que nous avons un cadre répressif qui punit, n'est-ce pas, la diffamation, il y a des imputations diables, qu'on est dispensé même d'une once de bon sens. Pas du tout. Je pense que quand on est politicien, on a aussi une responsabilité d'exemplarité. Il y a des gens qui nous suivent à la maison lorsque nous passons sur le plateau de télévision. Ce n'est pas que nous avons la science infuse comme nous passons. Il y a des choses que nous connaissons et des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des gens sérieux qui nous suivent à la maison. Alors si on fait un tour dans les passés, si on fait un tour dans les passés, si on fait un tour dans les passés, Kabila devait arrêter tout le monde parce que si vous comparez les propos d'antan et d'aujourd'hui, quand même aujourd'hui c'est quand même léger. Hein? Non, non. Hier c'était terrible. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ce que moi je peux demander à tout le monde, c'est que nous puissions être bien maîtrisés lorsque nous passons sur une chaîne de télévision, comme je passe là, que je sache quoi dire. Je ne peux pas me permettre de raconter de n'importe quoi. Nous voulons un état des droits. Un état des droits, c'est l'application stricto sensus des règles de droit aussi. C'est cela un état des droits. Nous ne pouvons pas fouler aussi les règles de droit sous prétexte que nous sommes en démocratie. Ce n'est pas ça. Moi, je pense que ça, c'est une vision du monde qui est tout à fait tronquée de l'état des droits. Donc, je ne vois pas les choses de cette manière. Et donc, je ne dis pas... Je ne dis pas les autres conseils, je ne dis pas que c'est le paradis, mais au moins pour ce qui est de certaines difficultés que nous pouvons bien noter au niveau de notre justice, même le président de la République, dans sa sincérité légendaire, l'avait déjà reconnu et a promis de faire en sorte qu'on puisse expurger cette justice et faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Voilà, donc c'est cela. Une question directe. Est-ce qu'on peut donner raison à Matata Ponyo qui avait dit la justice de mon pays est instrumentalisée? Bon, en tout cas, moi, je ne peux pas rentrer dans ces genres de considération. Là, vous êtes encore en train de me parler de quelqu'un qui a des ennuis judiciaires. Il ne peut que dire cela pour se faire une bonne raison, pour chercher à se faire une bonne raison. Mais cela ne dit pas que sa façon de voir les choses est d'apprendre comme étant une parole d'évangile. Pas du tout. Merci. Donc, moi, je suis en train de prendre les choses par les bons bouts parce que nous sommes dans un pays qui est le nôtre. Ok. Merci. C'est notre pays, nous sommes en train de parler de notre pays. S'il faut que les choses changent, eh bien, nous allons dire voilà, il faut que ça change. Là où nous trouvons que ça ne marche pas, nous fustigeons vivement, comme je suis en train de le faire, parce qu'au niveau de la justice, il y a aussi des magistrats qui sont des magistrats véreux, qui ne font pas bien leur travail. Nous les déplorons. Et le président de la République est sur la brèche. Voilà. Vous plaît, avant que je donne la parole à votre co-débatteur, s'il faudrait coter la justice de mon pays sur 10, cette justice peut avoir combien? Non, non, je n'ai pas le droit de distribuer des notes à notre justice. Parce que quand Ramazani je n'en ai pas du tout le pouvoir. Et après Kabila, c'est la même chose. Je n'en ai pas du tout. Il y a l'amélioration, voilà pourquoi je vous pose la question. Je dis que cette amélioration est en train de se faire. Donc le président de la République est sur la brèche. C'est une situation qui les préoccupe au plus haut point. Il travaille dans le sens de bonifier notre justice. C'est tout ce que je peux dire. Sur 10, on peut donner 4. Bon, je n'ai pas le pouvoir de distribuer des notes à notre justice. Monsieur Rodrigue Mwamba, alors, Monsieur Ramazani, mes excuses une fois de plus, Monsieur Ramazani, vous avez suivi votre co-débatteur, à moins que vous soyez de mauvaise foi. Il dit, tout n'est pas rose, mais du moins, il y a les avancées. Vous ne voyez pas les avancées dans notre justice? Je vais revenir sur les avancées. Je veux quand même rebondir sur 2-3 choses que mon co-débatteur a dit tout à l'heure. Monsieur Freddy Mwamba. Mon co-débatteur, le nom c'est Freddy Mwamba. Monsieur Freddy Mwamba. Monsieur Freddy Mwamba dit que le président a reconnu le problème avec l'appareil judiciaire.
Cependant, dans le fait, parce que moi, je suis pragmatique. Ok. Je ne veux pas être théoricien. Je vais être pragmatique parce que demain, je serai appelé à décider. Et je fais toujours mes débats en étant pragmatique. Et cela ne veut pas dire que je n'ai pas la théorie. La théorie, je l'ai. Mais je les confronte avec la réalité sur terrain. Analysons la justice aujourd'hui vis-à-vis des opposants. Parce qu'il semble dire que non, c'est faux. Il ne peut que tenir ses discours parce que c'est un opposant. Ce n'est pas un discours des opposants, c'est un discours que vivent les Congolais. Parce qu'un opposant est un Congolais. Je ne sais pas s'il a écarté les opposants du Congo, mais je suis un Congolais. Ok. Aujourd'hui, la justice n'a aucun problème que pour les acteurs de l'opposition. C'est démontré et c'est démontrable. Lorsque vous êtes de l'opposition, automatiquement, comme il a cité, ce sont les infractions célèbres de tout pouvoir dictatorial, diffamation, outrage au chef de l'État et des faux brouilles. Ok. Tout ceci pour empêcher la circulation de l'information. Les infractions célèbres. Non, les infractions célèbres de tout régime dictatorial. Ok. Pour nous, parce que je suis opposant, on va vite me poursuivre pour diffamation, parce qu'attention, même dans la technicité, la diffamation, c'est tout propos. Tout propos. Et ceci laisse un champ très ouvert au juge d'apprécier s'il y a diffamation ou pas. Outrage, tout fait. Encore que la loi ne le définit pas, même la jurisprudence a du mal à définir cette infraction. Et ça, ce sont les infractions pour lesquelles, allais-je dire, que les opposants sont poursuivis en République démocratique du Congo. Maintenant, regardons du côté du pouvoir. Ok. Ceux qui sont accusés de corruption, détournement, toutes ces personnes qui manipulent l'argent de l'État, c'est pourquoi à un moment donné, nous avions parlé de la délinquance financière. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui se comportent comme des délinquants financiers. Mais parce qu'ils sont dans la délinquance financière et qu'ils volent l'argent des Congolais, ils détournent l'argent des Congolais. Je peux encore comprendre ça parce qu'à un certain moment, même le président de la République lui-même avait institutionnalisé la rétrocommission en disant que c'était ni un acte de corruption, ni un acte de détournement. Ce sont des pratiques qui sont normales. Je comprends que même mon co-débatteur de l'Union sacrée ne sont pas choqués que ceux qui détournent notre argent, le Congolais est un pauvre citoyen, le Congolais qui me regarde, le contribuable congolais, celui qui met l'argent dans le trésor public, est un citoyen pauvre. C'est le maman Maréchal qui nous regarde. C'est le jeune Jean qui vend au coin du cabine. C'est le pauvre monsieur qui se réveille le matin, qui est payé au SMIC à 7075 francs congolais le jour. Ce sont là les contribuables congolais, des pauvres messieurs que nous sommes. Le tenant du pouvoir, c'est permettre de détourner notre argent, plus de 57 millions, de détourner de baigner dans la corruption, comme on l'a vu avec ces fameux conseillers de la PLC, de vivre dans des rétrocommissions, comme on l'a vu avec le conseiller très stratégique. Oui, d'accord. Et ce n'est pas un problème, parce que l'argent de ces pauvres citoyens, qu'à moi, maman, Mokoboé, comme ils ont l'habitude de le dire, nous ne valons rien à leurs yeux. D'accord, ça, on ne fera rien. La justice a des problèmes à ce niveau-là, à poursuivre ces gens-là. Il leur accorde liberté provisoire, liberté conditionnelle. Mais les libertés, ceux qui demandent la liberté conditionnelle avec les mêmes conditions, l'on refuse. Il a parlé, il a dit, bon, il peut s'agir d'un président d'un parti politique. Est-ce qu'il peut me citer un de hauts cadres qui a été arrêté soit pour détournement corruption, qui n'est pas au cadre d'un parti politique ou président d'un parti politique, mais parce qu'ils sont de la majorité. La majorité Union Sacrée, c'est la blanchisserie. Vous allez vous souvenir que vous pensez de l'Union Sacrée? Oui. Tous ceux qui ont détourné l'argent, notamment à l'EPST, ils sont à l'Union Sacrée, ils ne seront jamais poursuivis. Parce qu'ils se sont déclarés de l'Union Sacrée. Ceux qui ont des problèmes avec le ministère de l'Environnement, il y a tout un dossier sur ça, condamnant un ancien ministre. Parce qu'il s'est déclaré de l'Union Sacrée, il est entré dans la blanchisserie. Moi, je ne suis pas dans des fictions inutiles. Je suis dans la réalité que vivent les Congolais aujourd'hui.
Je veux parler à ce Congolais qui nous regarde, qu'en réalité, les problèmes de la justice aujourd'hui, c'est Félix-Antoine Tshisekedi lui-même. Parce que le président de la République, il se comporte comme un lanceur d'alerte. Il dit la justice de mon pays a un problème. Pourtant, c'est un décideur. Nous n'avions pas voté pour venir lancer des alertes, nous citer des problèmes. Nous l'avions voté pour décider. Il y a séparation. Il y a séparation. Non, il y a séparation. Il y a séparation. Dans la justice, il peut donner l'impulsion, mais chaque... Il peut... Oui, l'impulsion, c'est notamment la réforme de la justice. Parce qu'on a parlé ici de la justice, parlons Cour constitutionnelle. Est-ce que nous avons encore une Cour constitutionnelle? Une Cour constitutionnelle qui a perdu toute sa légitimité. Une Cour constitutionnelle qui a perdu toute sa crédibilité à cause de ses propres décisions, qui par moments ne sont même pas exécutées. Soit par l'Assemblée nationale, soit par un gouverneur. Mais pourquoi tout ceci arrive? Parce qu'il y a un problème de réforme de la justice, posant de vraies questions d'État. Il faut aujourd'hui arriver à réformer, parce que la réforme telle que voulue, la réforme est telle que voulue par les constituants n'a pas atteint ses objectifs. C'est ça le vrai problème. Alors, mais Félix Tshisekedi, à 4 du pouvoir, il se comporte comme un lanceur d'alerte. Alors, une question directe, Maître Rodrigue. Est-ce que nous sommes dans l'état des droits ou l'état des gènes? J'en arrive avant d'arriver à ça, pour conclure à ce qu'il avait dit. Il reconnaît quand même que ce n'est pas un paradis. De ce point de vue, je lui rencontre. Mais dès cet instant, ce débat devait s'arrêter. Ces débats sur la justice de mon pays devaient s'arrêter parce qu'il reconnaît au moins qu'il ne s'agit pas d'un paradis. Ce n'est pas un paradis, ce n'est pas encore parfait. Comme si les Congolais doivent s'habituer dans la médiocrité. Même depuis l'envoyage du monde, comment tout mais écoutez, les Congolais ne sont pas obligés d'accepter une gestion de médiocrité, une gestion à demi-mesure. Les Congolais méritent une gestion de qualité, une gestion de la chose publique qui apporte de résultats. Pas une gestion qui a un verre à moitié rempli. Non, le Congolais mérite en réalité une gestion qualitative. Mais ce n'est pas ce que le pouvoir de Félix Tshisekedi nous donne aujourd'hui. Donc je rejoins mon co-débatteur qui dit que la situation de notre justice ne présage pas le paradis. Mais les Congolais visent le paradis. Merci. Le paradis de justice sur votre question, de la justice sur votre question. Nous sommes dans un état de jungle, un état de doigts, des doigts. Pas de droit, un état des doigts, pickpocket. Là où les acteurs politiques de la majorité se permettent de consommer le budget de l'État à 80%. Là où les acteurs politiques de la majorité, aujourd'hui aux institutions, à travers le rapport de la Banque centrale qui nous dit au premier semestre de l'année, toutes les institutions sont en dépassement budgétaire. Merci. Là où aujourd'hui la dette publique est évaluée à 12 milliards de dollars. Mais où en est-nous lorsque les Congolais comme moi, notamment mon co-débatteur qui est de la majorité, ne se sont pas choqués face à des chiffres comme ça? Des fois, ça me rend perplexe. Ici, j'insiste que le problème qui se pose, il faut de bonnes décisions. Et le pouvoir actuel prend toujours de mauvaises décisions qui ne nous amènent pas à bon port. Merci, il faut de bonnes décisions. Alors, monsieur Freddy Mwamba, vous pouvez payer les arriérés si possible. Mais j'aimerais que monsieur Reagan, que tu puisses me donner la photo de monsieur Kadima, parce qu'il faudrait placer un mot par rapport aux élections. Et puis, nous allons parler de l'insécurité à l'Est. Il semblerait que Bunagana est devenu notre pays, indexé au Rwanda. On va essayer un peu de placer moi par rapport à cela. Monsieur Freddy, s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer, mais quand même, vous allez rencontrer ma question. Kadima avait reçu le président de parti politique. Il faudrait qu'il y ait élection en 2023. Il y a également un groupe de gens qui pensent qu'il n'y aura pas les bonnes élections en 2023. Vu le temps, il faudrait aller à un dialogue, à un glissement. Pensez-vous que le temps nous est favorable pour réaliser les bonnes élections? Bon, tu as posé plusieurs questions. Je ne sais pas si je dois commencer par quelle question, parce que tu as parlé aussi des Bunagana. Non, ça serait notre thématique. Après cette question des élections. Ok, on commence avec la question des élections. Mais si elle les arriérés. Ok, oui, je vais revenir bien entendu sur ce que notre ami venait de dire. Ce que je peux demander à mon cher Rodrigue, c'est qu'il faut te ressaisir, mon cher Rodrigue. Le président de la République, et je le dis ici, j'ai dit, il est vraiment préoccupé à mettre un terme, en tout cas à mettre l'éola à toutes ces gens, des pratiques abjectes, la corruption et tout. Et parmi les solutions qu'il a déjà commencé à mettre en branle pour ça,
nous avons par exemple la tonification, n'est-ce pas, des l'IGF. Si aujourd'hui nous sommes facilement même rentrés en programme formel avec les FMI et les Fonds monétaires internationaux, et parmi les conditions, il y a le fait qu'il faut aussi lutter contre la corruption. Et cette lutte sans merci qui est menée contre cette corruption qui était devenue pratiquement un peu comme un cancer qui est devenu endémique dans ces pays. Cette lutte-là qui est menée au travers de l'inspection générale des finances qui est impulsée par lui-même le président de la République, parce qu'il faut dire qu'il s'agit d'un service de la présidence de la République. Il y a des efforts qui sont menés pour nous permettre de dépatouiller, donc de sortir de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, il ne faudra pas qu'on considère que le président de la République, au travers de sa gestion, donne un blanc-seing justement à la corruption ou bien au détournement. Pas du tout. Et si le président s'inscrivait dans cette logique-là, on ne pouvait pas voir certains de ses collaborateurs être interpellés par la justice. Et ce qui se passe au niveau de la justice... Est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux? Ce qui se passe au niveau de la justice, ce qui se passe au niveau de la justice ne doit pas être considéré comme étant les faits du président de la République. C'est pourquoi je dis qu'il est factuellement vrai que le problème se pose au niveau de notre justice, et le fait pour le président de la République de dénoncer cela, ça ne veut pas dire qu'il s'érige en lanceur d'alerte. Ça démontre plutôt à suffisance que nous avons affaire à un président qui est très au fait de toute la situation, donc qui maîtrise la situation, qui a bien posé les diagnostics et qui sait comment il va s'y prendre pour trouver des solutions aux problèmes qui nous assaillent dans ces pays. Okay. Et donc, c'est comme ça que moi je vois les choses. Alors, je pense que, quoi que je dise, à partir du moment où il est là pour pratiquement commencer à rejeter tout ce que je dis, il ne me croira pas. Il joue son rôle d'opposant. C'est tout à fait normal. Un opposant ne peut pas passer sur un plateau de télévision et venir t'acclamer. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Les républicains, ce sont ceux qui, lorsque vous voyez qu'il y a des avancées, vous dites, bon, voilà, dans tel domaine, il y a quand même... Est-ce que vous les forcez de voir les avancées que lui, lorsque sur toute la ligne, ne constate pas. Lorsque vous trouvez que de fond en comble, tout va mal et qu'il n'y a rien qui a été fait, aucun effort n'a été fait, alors là, vous voyez que ça devient... Vous plombez même les débats. Le débat républicain est plombé. De cette manière-là, on va évoluer. Comment ça devient compliqué. Alors, et donc, c'est pourquoi je demande à mon frère de s'apaiser. Le président de la République ne peut pas encourager le mal. Si notre pays se trouve dans cette déliquescence, c'est parce que, justement, il y a eu un certain laxisme qui a vraiment qui a caractérisé certains de nos dirigeants, et le président en est conscient. Il est très conscient de cela et il est en train de mettre tout en œuvre pour que nous puissions effectivement sortir des l'ornière. Merci. Et je crois que cela va se faire avant longtemps. Rencontrez ma question alors, M. Freddy. Derrière moi, s'il vous plaît, derrière moi ici, vous voyez M. Denis Kadima, le président de la CENI. C'est une personne un peu controversée par plusieurs. Il y a même Chadari qui pense, dans le PPRD, qui pense qu'il faut refaire l'équipe de la CENI pour qu'on ait de bonnes élections. Il y a un groupe de gens qui pensent aussi que le temps ne nous est pas favorable. Il faut aller à un dialogue sincère pour qu'on ait les bonnes élections apaisées en 2023. Êtes-vous d'accord de cette approche qu'il faut refaire les choses? Bon, moi je ne partage pas c'est la même approche que ceux qui disent ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une évolution qui a été faite dans le sens que la CENI, au stade où nous en sommes, est en train de s'activer pour que nous puissions avoir les élections dans les délais constitutionnels. Et je crois que même le président de la République, dans l'interview qu'il a accordée aux journalistes de France 24, a fait savoir, a fait remarquer qu'il est en train de s'assurer que les élections vont effectivement avoir lieu en mettant le moyen à la disposition de la CENI au travers du ministère des Finances. Il a dit que chaque fois, il pose la question au président de la CENI s'il a un problème financier, de telle sorte que les élections puissent avoir lieu. C'est quelqu'un qui est sorti de la moule démocratique. Il ne peut pas encourager qu'il y ait glissement, et je pense que tout est mis
tout est mis en œuvre pour que nous puissions avoir les élections dans les délais constitutionnels. Et je vois mal qu'aujourd'hui on puisse organiser un dialogue. Le dialogue est considéré par les Congolais comme étant un pandémonium, comme étant une messe noire. Les Congolais ne sont pas prêts à voir. Parce que on finit toujours par ça. On aboutit toujours au partage des postes et autres. Alors pour éviter cela, il faudra et se garder de ne pas encore donner l'impression aux Congolais qu'on veut se partager le pouvoir. Il faut y aller aux élections. Et j'encouragerai nos amis de l'opposition de commencer déjà à sensibiliser leurs militants de telle sorte qu'ils puissent participer à ces élections-là qui vont avoir lieu dans les délais constitutionnels. Et pour ceux qui veulent, qui ne sont pas d'accord avec un certain nombre de choses, il y a un cadre de concertation qui a été prévu au niveau de la CENI, où on invite tous les acteurs politiques de telle sorte que tous les protagonistes soient associés à ce processus électoral, soient associés pour on dit que c'était un bureau imposé, c'était un bureau imposé, un bureau de forcing. Alors, c'est un bureau imposé, un bureau de forcing, il n'y a rien dedans, c'est la CENI Union Sacrée. Sur ce, il n'y a pas la crédibilité pour que les opposants puissent faire à ces bureaux confiance. Non, mais à ce stade ici, ces débats-là, c'est un débat qui est... Il ne faut pas qu'on se comporte comme un has-been. Donc, des gens surannés, dépassés. On a déjà évolué, on a déjà franchi cette étape-là. Je pense qu'il y a même un des acteurs politiques de l'opposition qui l'a dit extrêmement. Vous parlez de Martin Fayulu. Le président de la CENI ne pose pas problème. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à pouvoir aller aux joutes électorales. Je les encouragerai dans ces sens-là. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils ont tout simplement pris conscience de ce que nous allons avoir les élections dans les délais conditionnels et qui sont appelés, n'est-ce pas, à s'activer tous azimuts pour ça. Merci. Voilà, alors, monsieur Rodrigue Ramazani, porte-parole de l'envol. Est-ce l'envol? On voit les choses de la même manière avec l'AFDC. Il faut maintenant s'activer pour aller aux élections. Le temps nous fait défaut. Il faut encore mettre en doute l'équipe académique. Bon, j'ai écouté mon co-débatteur tout le temps vouloir me rassurer. Mais je me rends compte après l'avoir écouté que c'est lui qui n'est pas rassuré. Parce qu'il se plaint tout le temps du discours de l'opposition. Chers co-débatteurs, vous êtes là pour faire un débat. Avancez vos arguments, ne vous plaignez pas de nous. Dites ce que vous pensez, contredisez-nous. Si ce que nous disons est implacable et que vous n'arrivez pas à le contourner, ne te plains pas dans un débat. C'est un débat. Laissez-moi maintenant avancer sur ces arguments et puis je reviens. Okay. Il dit ceci, il dit le président est préoccupé à mettre un terme à la corruption. J'ai dit non. Le président n'est pas préoccupé à ça. C'est le cadet de ce souci. La preuve, c'est le dernier dossier de son conseiller. C'est le dernier dossier de son conseiller. Vous savez, dans une situation pareille, le président de la République aurait dû prendre une décision, une ordonnance de révocation contre son conseiller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ces fameux communiqués de mise en garde du comment on appelle ça? La presse présidentielle, encore que ce n'était pas le porte-parole de la presse présidentielle. Ensuite, M. Tshimanga démissionne volontairement. Donc, M. Tshimanga... Parce que ce n'est pas logique. M. Tshimanga, laissez-moi finir. M. Tshimanga, après avoir été essuyé à travers cette enquête, après avoir reçu cette clameur publique de la population, M. Tshimanga a reçu une sortie VIP à la présidence de la République. Sortie VIP? Oui. Il est sorti de manière VIP bombé. Tu sais, moi j'ai démissionné du cabinet du ministre de la Défense, n'est-ce pas? Quand j'ai démissionné, moi j'ai fait une démission, mais après j'ai vu l'engouement qu'il y a eu dans la cité et dans les réseaux sociaux. J'ai compris que dans mon pays, apparemment, l'acte de démission est un acte de bravoure, est un acte de noblesse, est un acte de... je ne sais pas, de responsabilité. C'est le cas aujourd'hui avec M. Tshimanga. Et tout ça pourquoi? Parce que le président de la République a raté les tempos de démontrer aux Congolais qu'il est déterminé à lutter contre ce genre de pratiques. Mais malheureusement, le président de la République, dans son laxisme légendaire, parce qu'il a parlé de ça, nous allons y revenir, il a laissé son conseiller avoir cette sortie VIP. Et ensuite, comme nous le savons, parce que c'est de coutume, ces derniers interpellés, et après 3-4 jours, il a bénéficié de cette fameuse liberté provisoire. Maintenant, il dit ceci,
le président de la République prend des choses à cœur, cette situation à cœur. Non. Un président décide. Un président dirige. Un président ne prend pas des choses à cœur. Non. Les Congolais, aujourd'hui, nous devons quitter la complaisance et le fanatisme. Nous devons commencer à exiger la rigueur et les résultats. Il faut arrêter avec cette histoire. Le président est en train de voir. Non, ça fait 4 ans. La situation s'empire sous Félix Tshisekedi. La situation de la corruption s'empire. Deuxième chose, il parle de laxisme. Ok, nos dirigeants. Mais il y a un laxisme légendaire qui se démontre autour du président de la République, par le chef de l'État lui-même, parlant de son cabinet. Qui ne sait pas ici, même vous de l'Union Sacrée, vous ne cessez de le dire, que le chef est mal entouré. Ça fait 4 ans que c'est 1018 membres à la présidence de la République qui nous coûtent 400 millions de dollars chaque année. 1018 membres qui nous coûtent 400 millions de dollars chaque année, même budget que l'armée, que le président de la République continue à les entretenir. Vous parlez de laxisme. Laxisme pour que les Congolais qui ne savent pas doivent le savoir. Trop d'indulgence. Trop de laisser aller. Les conseillers qui se battent devant le président de la République, sous ses yeux et sous sa barbe. Attendez, qui est large et qui ne l'est pas. À un moment donné, vous devez savoir poser des choses que vous nous dites. Soit il a des mauvais collaborateurs, soit il est rigoureux, soit il n'est pas. Le président de la République est beaucoup de choses sauf rigoureux. Évidemment, envers son entourage. Je vous ai cité ici la série Jean-Marc Aboun. Il n'a jamais été interpellé. Il a été interpellé quand il a quitté les camps du pouvoir. Donc le laxisme aujourd'hui continue. Si c'était avec Kabila, c'est aussi avec Tshisekedi. Parce que pour moi, le meilleur élève de Kabila, il s'appelle Tshisekedi. La question des élections, il vous reste 3 minutes. La question des élections. Écoutez, je crois que sur les élections, c'est une obligation constitutionnelle. Les élections doivent avoir lieu dans les délais. Et nous sommes encore d'autant plus satisfaits que ces élections, que la CENI et tout ça nous parle de ces élections dans le délai. Mais cependant, nos préoccupations persistent. Parce que vous le savez, l'envol, nous avons mené un combat pour un processus électoral consensuel. Que malheureusement, le pouvoir, l'Union Sacrée, a décidé de fouler aux pieds. Et qu'aujourd'hui, les 3 piliers essentiels qui conduisent le processus électoral, tous sont biaisés, sont pollués. Vous avez la gouvernance électorale avec la CENI, qui est polluée aujourd'hui parce que nous avons une CENI monolithique, monopartisane. Vous avez la justice électorale avec une cour constitutionnelle où on change les membres de la cour constitutionnelle comme une équipe de football en plein match entre Real de Madrid où on sortirait Messi pour faire entrer Iniesta, ensuite on sortirait Neymar pour faire entrer Mbappé. En violation de la Constitution. En violation des textes. Aujourd'hui, nous avons une cour constitutionnelle détricotée qui n'a aucune valeur. Personne, même les institutions aujourd'hui en place ne respectent plus les décisions de la cour. Je peux vous citer autant de décisions, comme Atumatu Bouana, tant de décisions prises par la Cour constitutionnelle, personne ne le respecte. Il y a récemment la réhabilitation des députés réhabilités par la Cour constitutionnelle, les anciens gouverneurs, notamment Martin Kabouye et consort, Mosso et son bureau refusent de l'appliquer. Donc, nous avons une Cour constitutionnelle qui a perdu la crédibilité et sa légitimité. 3. Le cadre légal. Un cadre légal non consensuel. Nous allons dans une élection détricotée, une élection où nous ne sommes pas encore arrivés à terme pour déposer les bulletins dans l'urne. Il y a déjà des contestations. Donc cette élection, selon le dernier rapport de PNUD publié en juin 2022, démontre à suffisance qu'il y a un écart de confiance entre la population et les processus électoraux. Notre peuple aujourd'hui a perdu sa confiance à la démocratie jusqu'à ne pas croire que la démocratie peut rétablir l'ordre social perturbé. Aujourd'hui, si vous regardez le taux d'abstention des élections, en 2006, le taux de participation, nous étions à 70%. En 2011, le taux de participation aux élections, nous étions à 57%. En 2018, le taux était à 47%. Aujourd'hui, selon les experts, ils nous disent, selon un sondage établi évidemment dans ce rapport, nous dit que nous risquons de tomber à moins de 40% de confiance. Donc on peut avoir de présidents non légitimes. Mais nous avons déjà un président non légitime. Merci. Nous avons déjà un président non légitime parce qu'élu à moins de 50% de Congolais. Et aujourd'hui, la majorité des Congolais démontrent à suffisance qu'ils ont rejeté les. Alors, quelle serait la voie royale? La seule chose qui est à faire. Quelle serait la voie royale pour... La voie royale aujourd'hui, c'est de demander à notre peuple d'entrer dans une surveillance électorale. Vous savez, nous, l'envol, depuis un moment, nous avons lancé
une campagne sur téléméla la fraude électorale. Il faut une surveillance citoyenne accrue pour que notre peuple se réapproprie notre démocratie afin que sa volonté soit respectée. Après, il y a une volonté politique qui doit suivre derrière. Nous pouvons corriger les erreurs à travers l'Assemblée nationale, mais que malheureusement, nous avons une Assemblée nationale qui fonctionne de manière dont tous nous connaissons. Mais je tiens à dire quelque chose rapidement. Je vais rassurer aux Congolais parce qu'il y a cette histoire de commission spéciale qui tourne. Je vais rassurer aux Congolais que l'honorable Sessanga, la commission spéciale qui veut que l'honorable Sessanga vienne s'expliquer sur l'affaire 21 000 $, l'honorable Sessanga, responsable de ses propos, et Jean-Baptiste Seka, oui, responsable de ses propos, il dit et il est ferme qu'il est prêt à répondre à n'importe quelle commission spéciale, n'importe quelle commission, à l'Assemblée nationale ou en dehors de l'Assemblée nationale, il est prêt à venir répondre et apporter le député il est prêt à apporter des 21 000. C'est ça l'objet de cette commission spéciale. Il est prêt à l'apporter. Seulement, nous demandons aussi à cette fameuse commission à l'Assemblée nationale d'avoir le courage de publier les résultats de ce rapport. Le rapport de la commission, mais aussi, ça c'est maintenant la demande de l'envol, pas de l'honorable Sessanga. Cette commission spéciale doit être publique, radio, télévisée. Les Congolais doivent savoir comment leur argent est utilisé sous le régime des délinquants financiers. Merci. Alors, nous rentrons du côté de la régie pour prendre la publicité, puis nous allons revenir pour aborder les derniers sujets qui concernent l'insécurité à l'Est et l'arrestation du général Philémon Yann S. Il était la pièce maîtresse pour que les ennemis nous occupent. Nous allons en parler sur ces plateaux avec Maître Rodrigue Ramazani, qui est porte-parole de l'Angola, et aussi Monsieur Freddy Mwamba, cadre de l'AFDC, parti cher au sénateur Bati. Nous que vous prenons la publicité. Des retours sur ce plateau, parce que c'est votre émission, je vois autant de réactions ici, parce que vous nous suivez en direct sur votre émission Duel sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, la maman Excellencia. Je suis sur ce plateau avec Monsieur Freddy Mwamba, qui est cadre de la FDC, il est de l'Union Sacrée, il est de ses côtés ici également. De l'autre côté, nous avons la présence de Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole de l'Envol, la partie chère à l'honorable de Sessanga. Alors, Monsieur Rigan, je peux prendre la photo ici derrière du général Philémon Yav. Il a été arrêté. Oui. Donnez-moi cette photo. Nous allons parler de l'Est. Je préfère ouvrir cette question avec Monsieur Freddy Mwamba. Si elle est arriérée, vous pouvez toujours payer, mais économiser le temps. Je vous donne 5 minutes. Le chef de l'État avait dit: il se sentirait dans la peau d'un président s'il arrive à donner la paix à l'Est. Presque 4 ans, ce n'est pas le cas. Est-ce, on peut dire, qu'il est le président de tous les Congolais? Bon, avant de répondre à votre question, parce qu'il est même allé plus loin jusqu'à dire qu'il est même prêt à donner sa vie pour les retours à la normalité. C'était pas pour la consommation du public. Pays. Il n'était pas en train de rigoler. C'est pour vous dire à quel point il est très impliqué pour qu'il y ait restauration de la paix dans cette partie orientale de notre pays. Mais avant de poursuivre, j'aimerais, n'est-ce pas, payer les arriérés. Pour emprunter votre vocable, payer les arriérés. Pas de problème. Et donc, ce que notre ami doit retenir, c'est que quand il a dit, parce qu'il est ici, il a semblé faire voir à l'opinion que nous n'avons pas un cadre consensuel ici, comme pour faire allusion à la loi qui a été votée, à la loi électorale au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce que je peux dire à mon frère, c'est que Denis Sessanga fait partie de ceux qui ont participé activement, n'est-ce pas, au débat au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous puissions avoir cette procédure législative, cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et je crois que si il y a eu des points de vue qui ont été émis par son mentor et que ces points de vue-là n'ont pas été retenus, c'est pas pour autant qu'il faut qu'il considère que cette loi-là n'a pas été une loi consensuelle. C'est que la loi a été boutiquée. La loi a été votée au niveau de l'Assemblée nationale et les débats étaient publics. Tout le monde a suivi comment les débats s'est déroulés au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons une loi. Donc ça, c'est même déjà
nous faire en sorte que nous puissions encore à nouveau verser dans les ringardismes, ce qui fera en sorte que nous ne puissions pas avancer. Ça, c'est un débat dépassé. Maintenant, nous sommes en train de parler élections et autre chose. Nous retournons encore dans ces débats en rapport avec, n'est-ce pas, l'élaboration de la loi électorale pour dire que cette loi n'est pas consensuelle et tout ça. Moi, je pense que ça ne sert à rien, tout ça. Nous avons déjà évolué, nous avons déjà monté d'un cran. Je pense que il faudra que nous puissions, n'est-ce pas, nous focaliser maintenant sur ce qu'il y a d'essentiel, c'est-à-dire à la préparation des élections qui vont justement avoir lieu dans les délais constitutionnels. Et à propos du changement au niveau du Parlement, je pense qu'il ne peut pas considérer que c'est quelque chose qui s'est passé comme ça au mépris de toutes les lois de la République et toutes les lois ont été foulées aux pieds. Ça n'a rien à voir. Il n'est pas sans savoir que le mandat d'un député national, c'est un mandat non impératif. Et cela a été même conforté par un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a bien expliqué, parce que sous la gestion de la Cour constitutionnelle, l'arrêt Kalouba est là, qui nous démontre, n'est-ce pas, à suffisance que les choses se sont passées dans les règles de l'art. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Et donc ça devient un peu comme une rengaine, on revient sur le même chose, on débat sur le même chose. Je crois que ça risquerait de fatiguer nos téléspectateurs. La situation de l'Est. Pour rien, parce qu'il y a eu plusieurs débats à ces sujets et je crois que l'opinion est même suffisamment éclairée sur cette question. Je pense que nous en sommes à autre chose vraiment, à un autre débat pour le moment. Non, c'était un vrai passé. Il est trop dans les passés. Non, il est trop dans. C'est un nostalgique en fait. Okay, un nostalgique des sujets qui sont déjà passés, tout ça. Je comprends la frustration de son mentor, qui tenait à ce que lui voulait, c'est face au niveau de l'Assemblée nationale. Mais non, c'est pas cela. Alors, il faut qu'il soit tolérant. Alors, que son mentor soit tolérant, qu'il puisse accepter la contradiction. La contradiction, mon cher ami, fait partie des points d'ancrage de la construction d'un État démocratique. Et je crois que lorsque nous sommes dans un débat, il n'est pas appelé à pouvoir gober tout ce que je suis en train de dire. S'il estime que ce que je dis ne tient pas la route, il ne peut que émettre un point de vue contraire. C'est tout à fait normal. Alors, ça fait partie même je peux même considérer que cela participe justement de la transpiration même de notre démocratie. Ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale, même si les idées des cessants ont été jetées en pâture parce que les députés ont trouvé que ce n'était pas, ça ne rencontrait pas les assentiments et qu'il fallait merci. À la place proposer autre chose. Merci, monsieur Voilà, Freddy donc Mulumba. donc c'est cela. Bon, j'en viens maintenant à... Voilà. Si la question des élections, loi électorale, c'est déjà dépassé, mais il y a une question d'actualité. Donc, la situation de l'Est reste d'actualité. Presque 4 ans, l'Union sacrée au pouvoir, le régime Tshisekedi est là, la situation continue. Ça s'empire même. Qu'avez-vous fait pour donner la paix? Bon, si les gens disent que ça s'empire, alors je suis étonné. Parce que je sais qu'à un certain moment dans ces pays, Goma était entre les mains. Il y avait même plusieurs administrations dans ces pays. Il y avait Bemba qui était dans son coin, je crois dans l'Équateur. Ça, c'est avant que vous ayez le pouvoir. Ça, c'est avant que vous ayez le pouvoir. Parlons parce que lorsque vous dites que ça s'empire, c'est comme si avant c'était bien. Kabila vous a laissé le président de la République démocratique du Congo. Il y avait... Non, ne dites pas ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas mentir au Congo. J'étais avec Ferdinand Kambere. Il ne faut pas mentir aux Congolais. Okay. Il y avait des rébellions partout dans la partie orientale de notre pays. Et ces rébellions-là étaient là même quand Kabila était là. Donc il ne faut pas qu'on vienne nous dire aujourd'hui que ces rébellions ou bien ont commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même parlant du M23, est-ce que vous savez qu'il y avait des éléments résiduels du M23 toujours dans cette partie, même à l'époque de Kabila? Parce qu'en fait, l'accord de Nairobi n'avait pas totalement démantelé le M23. Le M23 était démantelé comme, je peux dire, comme une force armée, mais encore, ça c'est entre guillemets, parce qu'il faut dire que
les éléments du M23 sont restés toujours dans cette partie du pays, dans les collines de Tchanzou et des Réunions, ils étaient toujours là. Mais Kabila avec ces gens, ils étaient toujours là. Ils nous ont chanté. Donc politiquement, il y avait encore des problèmes. C'est qui fait que cette affaire-là n'avait pas été vidée totalement. Alors Mamadou Dala est mort pour rien. Nous sommes en train de vivre dans quel pays? Mamadou Dala est mort pour rien. Moi, je pense que nous analysons des faits. Il faudra, et les faits sont sacrés. On ne peut pas éroder les faits. Les faits sont sacrés. Alors, les rébellions là n'ont pas commencé aujourd'hui. Ces rébellions datent de longtemps. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je pense que c'est très important. C'est très important ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a une grande aspiration à l'unité nationale que nous devons tous capitaliser. Et cette grande aspiration à l'unité nationale doit nous aider à mettre tout en œuvre pour bouter hors de notre territoire l'ennemi qui est sur notre sol. Et je crois que c'est ce que le président de la République est en train de faire depuis un temps, d'où l'appellation même des Maï-Maï, un patriote un vrai combattant patriote, un nationaliste. Ça, c'est les qui combat pour défendre l'identité. C'est Bati Lukwebo qui l'appelait. Voilà. Un vrai combattant patriote qui se bat pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Je crois qu'il a dit même lui-même qu'il est prêt même à donner sa vie pour que ces pays puissent, n'est-ce pas, voir sa paix être restaurée. Et je crois qu'il y a des efforts qui sont déjà en train d'être mis. Nous avons notamment... On dit quoi? Que vous Léon là, c'est qui? Moi, je crois qu'il faut être précis. Je suis journaliste. Léon là, c'est qui? Je suis journaliste. Oui. On me pose des questions et moi, je vous les pose. Alors, on dit, c'est grâce à vos accords, vous l'Union sacrée, avec l'Ouganda, le Rwanda, ce qui a fait que vous avez encore ressourcé le M23. Aujourd'hui, ils sont là parce que vous avez signé des accords non contrôlés. Je vous informe que c'est les différents accords qui ont été signés avant que le président de la République soit au pouvoir. Ce sont ces différents accords qui n'ont pas favorisé la scisparité du M23. C'est-à-dire une multiplication de la reproduction du M23. Nous avons commencé, je crois, avec, si je ne m'abuse pas, l'RCD, CNDP. Aujourd'hui, nous sommes au M23. Je pense que c'est cela qui a fait en sorte que nous puissions nous retrouver dans cette situation. Le président de la République a signé quel accord qui a été rendu public, que les gens ont vu. Où est-ce que les gens ont vu le président de la République signer un quelconque accord? Et puis, il faut reconnaître que au début, quand le président de la République a pris le pouvoir, il y avait une alliance qu'on appelait FCC Cash. Et dans cette alliance FCC Cash, nous avions des anciens dirigeants de ces pays qui participaient aussi à la gestion de la chose publique. Et pendant 2 ans, ils ont participé à la gestion. Ils occupaient presque le poste stratégique, et même l'armée pratiquement. Était entre les mains des anciens dignitaires. C'est maintenant que le président de la République, je peux même dire que ça fait presque 1 année depuis que nous avons la mise en place de l'Union sacrée de la nation, que nous pouvons maintenant dire que le président de la République a commencé avec... Et la première décision, comme vous le savez, parce que mon cher ami dit qu'il ne faut pas seulement dénoncer ou se plaindre, il faut commencer d'abord par décider. La toute première décision qui a été prise dans le cadre, n'est-ce pas, du Conseil des ministres, du premier gouvernement qui a été installé sous Félix, sans qu'on ne parle du FCC ou du cash, la première décision, c'était la mise en place de l'état des sièges. Et encore que nous avons aujourd'hui les compatriotes qui disent que l'état des sièges n'a pas marché, c'est vraiment une mesure cosmétique. J'en ris, je dis, mais ces mêmes compatriotes qui disent, ce sont les oppositions, il ne faut pas qu'on mette tout le monde dans le même sac. Ces mêmes oppositions-là qui disent que l'état des sièges a été une mesure cosmétique, ce sont ces mêmes oppositions qui oublient que l'armée dont ils sont en train de dire que cette armée avait démantelé le M23, ce sont les mêmes personnes qui sont dans notre armée aujourd'hui. Comment vous pouvez dire qu'à l'époque, ils étaient méritants
qu'ils s'y prenaient bien et qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes ne font plus leur boulot de la manière qu'il convient. Mais pas du tout. C'est la même armée, notre armée républicaine que nous avons, qui se bat jour et nuit, même si, bien évidemment, il y a des brebis galeuses à l'intérieur de cette armée. Et le président de la République est en train de purger cette armée pour que les choses aillent de l'avant. Donc, il ne faut pas une chose et son contraire. Donc ils nous disent ils soutiennent l'armée ou bien ils soutiennent pas l'armée. Monsieur Freddy. L'état de siège, c'est notre armée. S'il vous plaît. Voilà. Monsieur Freddy, merci. Ne me bombardez pas avec de messages ici. Monsieur Delphin, donnons aussi le même temps d'antenne à monsieur Ramazani. J'ai calculé. Il a eu 8 minutes. Je vous donne également 8 minutes temps d'antenne pour répliquer sur cette question. Et puis je vais vous donner le mot de la fin. Puis également le mot de la fin. Je pense que... Je veux vraiment rassurer les Congolais. Parlons bien. Je n'ai pas besoin de 10 minutes pour... Ok. La situation de l'Est, est-ce qu'il y a l'amélioration? Le chef de l'État rassure. Tu sais, Delphin, dès le seuil de cette émission, j'ai dit quelque chose que moi je préfère parler comme un acteur politique. Ok. Un acteur politique, un responsable politique. Je commence par la question électorale, parce qu'il a répondu là-dessus. Mon co-débatteur dit que le fait que la loi a été votée à l'Assemblée nationale, on ne peut plus parler. Continue. J'ai eu un problème de micro. Continuez. Le fait que l'Assemblée nationale a voté la loi, on ne peut plus parler du consensus. Mais ce Rigen, soyez avec nous. C'est ça qui est frustré et ça ne sert à rien, ce sont des choses passées. Je crois qu'il y a un problème de responsabilité qui se pose à un certain niveau de nos acteurs politiques. Okay. On ne se rend pas compte de ce que nous préparons, de ce que nous voulons pour ce pays. Nous avons connu 3 cycles électoraux dans ce pays. La courbe de ces cycles électoraux, je crois qu'en avoir fait la démonstration, je donnais les chiffres de participation aux élections qui démontrent le taux d'abstention de notre peuple vis-à-vis des élections. Nous ne pouvons pas oublier, au-delà du fait des abstentions, y ajouter les violences qui se suivent après chaque cycle électoral. Okay. Et c'est dans ce cadre-là que l'Envol a estimé qu'il était important de discuter autour de ces questions et de dégager un consensus. Pourquoi? Parce que la question électorale n'est pas une question de politique publique. Il s'agit d'une question de souveraineté, de l'accession au pouvoir. C'est une question qui doit arriver à nous mettre ensemble. Dans un État, nous devons nous mettre d'accord sur les questions qui nous réunissent, notamment l'armée, dans le cas de notre pays, la sécurité, aussi les élections, l'intégrité du territoire. Ce sont des questions pour lesquelles nous devons nous mettre d'accord et, tant que société, trouver un consensus pour que toute personne qui viendra gérer le pays, qu'il puisse connaître ses limites sur certaines questions. Avant de les franchir, il faut trouver un consensus afin de mettre l'opinion ensemble, le peuple ensemble, pour que nous regardions tous sur la même voie. Maintenant, quels sont les problèmes de notre loi électorale? Par moments, nous faisons des déclarations, soit parce que nous ne maîtrisons pas un dossier, et nous voulons quand même aborder les dossiers. Okay. Dans ce pays, il y a eu plusieurs contestations de ceux qui gagnent les élections. Et ceux qui perdent aussi, ceux qui perdent les élections contextent ceux qui gagnent. Nous l'avons connu avec Jean-Pierre Bemba, le feu Étienne Tshisekedi, paix à son âme, mais aussi avec l'actuel. Mais c'était un problème les gens aussi en Afrique, hein? Même aux États-Unis aussi, on a vu le même problème. Attention, il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Il y a des distinctions à faire. Vous allez m'amener en France, ce n'est pas la même chose. Ok? Le problème qui se pose aujourd'hui, tous ici, en tout cas pour ceux qui ont participé, je crois que lui à l'époque, il était à la majorité et ils étaient pour le seuil. Vous vous souviendrez que l'opposition d'IDPS et nous tous, à l'époque du rassemblement, nous nous sommes battus contre le seuil. Il n'y a pas longtemps, les députés ont passé une nuit à la Cour constitutionnelle pour réclamer leur vote, n'est-ce pas? Il y a un problème qui se pose avec les seuils. Il fallait se mettre d'accord sur le seuil. Mais aujourd'hui, on nous remet ces problèmes. Ce qui avait posé problème, parce que les avocats qui ont participé aux contentieux électoraux vous diront qu'il n'y a jamais eu de contentieux du seuil.
pour savoir quelle est la liste qui atteint le seuil. Même les élus AFDC, si tu leur poses la question, c'était quoi le taux du seuil qu'ils avaient obtenu, ils ne le savent pas. Parce que même la CENI ne l'a pas proclamé. On ne sait pas. Parce que nous nous retrouvons dans des listes où il n'y a qu'un seul élu. Dans le contexte du seuil, un seul élu. Il a fait plus de 1 million de voix ou comment? On se pose tous la question. Donc ce sont de vrais problèmes d'État qui étaient posés qu'il fallait résoudre. Et ces questions-là devaient trouver consensus. Malheureusement, l'Union sacrée à Balaé, on nous a remis le problème dans le souci de contrôler la mécanique électorale. Deuxième problème qui s'est posé, c'est le problème de la transparence de vote. Le fameux combat de l'envoi sur la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Le souci, c'était la traçabilité des résultats. Mais lorsque vous regardez la loi électorale, au-delà de simples déclarations de M. Kadima, vous allez constater que la publication des résultats ne sera pas faite bureau de vote par bureau de vote, afin de rassurer les parties prenantes. Le souci ici, ce n'est pas de dépasser plus de 1 milliard de dollars comme nous le faisons souvent, alors que le pays a besoin de ce moyen. Le souci, c'est de stabiliser notre démocratie, de lui donner la maturation qu'il faut. Donc, comme mon co-débatteur vient de dire que la question électorale est un débat du passé, c'est irresponsable. Non, on n'a pas encore voté. C'est un débat d'actualité. Les Congolais meurent. Peut-être que vous ne sentez pas la dose de cette souffrance parce que vous n'avez jamais fait l'opposition. Nous, on a fait l'opposition. Nous, on a fait l'opposition avec vous, les gens de Bahati. Aujourd'hui, vous osez pointer le doigt, vous dites aussi, sans honte ni remords, l'ancien pouvoir. Mais vous êtes de l'ancien pouvoir. Il faut avoir honte dans une certaine mesure. Lorsque vous parlez du kabylisme, vous êtes dedans. Nous, on a fait l'opposition contre vous. Vous n'avez jamais fait l'opposition. Le nombre de proches que nous, on a perdus, vous ne les avez pas perdus. Les militants qui sont tombés, lorsque nous, on voulait des élections transparentes, lorsqu'on combattait le seuil, vous ne les avez pas perdus. Vous étiez contre nous. Vous nous traitez des badauds. Et c'est tout à fait légitime qu'aujourd'hui, lorsque nous nous posons de vraies questions sur la nation, que vous soyez de l'autre côté. Mais vous avez travaillé avec le président Kabila, vous, l'envol. On a travaillé avec Kabila. Mais bien sûr, vous avez travaillé avec Kabila. Sur quel point? Dans quel ministère? Il faut le citer. Au ministère du portefeuille. C'est ici que je parle. Au ministère du plan, si je ne m'abuse pas. Au ministère du plan. Mais c'était le 1+4. Au ministère du plan. C'était le 1+4. Mais qui était président? Nous sommes dans une nouvelle république. Qui était président? S'il vous plaît, nous sommes dans une nouvelle république. Qui était président? C'était Kabila. Mais alors, il s'agissait de quelle république? Soit vous ne connaissez pas la république. Voyez. Quand est-ce qu'on parle on passe d'une république à une autre? Vous savez, nous sommes en quantième république aujourd'hui? On passe d'une république. Je ne veux pas te donner. On passe d'une république à une autre. Par. Il y a un débat d'école à ce niveau. Il y en a qui parlent du changement des régimes, il y en a qui parlent du changement de la Constitution. Et donc, il y a des tenants de ceux qui parlent du changement quand on change les régimes, d'autres parlent lorsqu'on change la Constitution. Et donc, il n'y a pas une position tranchée à ce sujet. Cher ami, s'il vous plaît, j'aime bien ces débats. Avions-nous changé de régime de 1+4 à ce jour? Il n'y a pas de débat là-dessus. Je crois que c'est un débat vraiment pas des intellos à notre niveau. Merci. Je suis sur la question. Il vous reste 2 minutes. Mais parce que tu as voulu me faire voir ici que le professeur Modeste Bahati a travaillé avec Kabila. Même vous aussi, vous avez travaillé avec Kabila. Plusieurs fois d'ailleurs. Dans un format Oh là là. Est-ce qu'il est terminé comme ça? Je vais vous donner la parole. Je dis ceci. Il vous reste 2 minutes. Travaillé dans un format c'est dans notre république. Les MLC, vous allez dire que Bemba est un kabiliste. Vous allez dire que Roubero est un kabiliste. Vous allez citer encore qui est un kabiliste, parce qu'il n'y avait pas que c'est Samba. Dans le 1+4, Zaïd Ngom est un kabiliste. Vous êtes dans quelle réalité? Mais nous avons travaillé avec Kabila à la faveur des élections. S'il vous plaît. Nos premières élections, ce n'est pas ça la thématique d'aujourd'hui. À la faveur des élections, ça nous a permis d'avoir assez de députés qui nous ont permis de... S'il vous plaît, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la thématique d'aujourd'hui. Ce sont les élections, ce ne sont pas les armes. Vous, ce sont les armes qui vous ont permis d'accéder aux responsabilités. Mais nous, ce ne sont pas les armes. S'il vous plaît. Monsieur Rodrigue Ramazani, il vous reste 2 minutes. Et puis je vais lui donner le mot de la fin parce que vous allez me dépasser. Voilà. La question. Il nous reste 54 secondes. Ils le savent très bien que Bahati Lukwebo est un kabiliste, plus kabiliste que lui. Il n'existe pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est honteux de voir un Bahati et son représentant nier Kabila, alors que lui-même il a vénéré Kabila plus d'une année. C'est vous qui êtes en train de faire semblant de dire que vous n'avez pas travaillé. Vous avez travaillé avec Kabila. Vous voulez déranger là, il doit chiter. C'est MLC qui a travaillé avec Kabila. Je vais également le mot de la fin. S'il vous plaît. Vous avez directement le mot de la fin. L'envol n'a pas travaillé avec Kabila. Les MLC a travaillé avec Kabila. Il ne faut pas faire de confusion. C'est des personnalités, des personnes
politique différente. Il y a l'envol. Non. Bien entendu. À quel moment? À quel moment? Vous voulez que je vous cite à quel moment l'envol a travaillé? Est-ce qu'il peut terminer? Mais attends, je vais lui dire. Okay. Nous avions un gouvernement FCC-Cash ici, n'est-ce pas? Le gouvernement FCC-Cash, c'était pas avec Kabila. C'était avec qui? Mais c'était avec Kabila. Le premier ministre qui dirigeait le gouvernement était de quelle teinture politique? C'était un premier ministre du FCC, si. Peut-être qu'il a oublié. Merci. La vice-ministre de la Défense. Okay. N'est-elle pas de l'envol ou pas? Merci. Elle est de l'envol ou bien? Merci. Alors, Chiché, une minute. Également, c'est le mot de la fin. Mot de la fin. Chers Congolais, chers compatriotes, comprenez que mon ami est un confusionniste et confie en tout. L'envol n'a jamais été membre du FCC. Alors, jamais. L'envol, lors du FCC Cash, l'envol était dans l'opposition. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez commencé le débat politique. Certainement, vous venez à peine de commencer, d'où les informations vous échappent. Deuxième chose, la vice-ministre, il ne s'agissait pas de Kabila, c'est l'Union sacrée. Et du reste, on a quitté l'Union sacrée. Donc, il ne faut pas nous amener sur la liste des kabilistes. Je sais que ça te chatouille quand on parle de Kabila, mais vous avez collaboré avec lui. Donc, il faut éviter des confusions. Là, vous êtes vraiment dans la confusion, dans le méli-mélo. L'envol n'est pas dans... il n'a jamais été au FCC. Nous étions en opposition contre le FCC Cash. Donc je crois que c'était un recadre. Le FCC a été créé juste avant les élections de 2018. Là, je suis d'accord. Vous n'avez pas été au FCC. C'est son mot de la fin. Mais tout celui qui a travaillé avec Kabila n'a pas forcément été au FCC. Monsieur Freddy. Mais il a travaillé avec Kabila. Monsieur Freddy, est-ce qu'il peut terminer comme ça vous allez terminer? Je peux me tromper, je suis un être humain par rapport à la vice-ministre. Je retire. Merci. Parole à la probité intellectuelle. Merci. Qui termine comme ça, je retire cela, mais l'opinion peut tout de même retenir que c'est quelqu'un qui était toujours en train de rôder autour. Merci. Et je pense que si le président Monsieur Freddy, parce que c'est quelqu'un de taiseux, s'il était quelqu'un qui pouvait parler, il allait nous confirmer ici plusieurs fois combien de tournoyer autour de lui. Merci, ça c'est dans les secrets de Polichinelle. Alors, Maître Rodi, 30 secondes, c'est le mot de la fin comme c'est pas terminé. Je crois que les Congolais ont compris à qui nous avons affaire, c'est un compatriote confusionniste. Il est en train de tout confondre. L'honorable Monsieur Rigen, soyez avec nous. L'honorable Sessanga a combattu farouchement le régime Kabila. Il a toujours été en opposition avec Kabila. Et sous Kabila, l'honorable Sessanga n'a occupé aucun poste de responsabilité, à la différence de Bahati Lukobu qui était ministre du début à la fin. Donc les kabilistes ici, c'est vous, pas nous. Et maintenant, pour achever... 30 secondes. Non, on ne va même pas traîner. La question de la sécurité. La question sécuritaire, notre sécurité s'est dégradée du jour au lendemain suite aux mauvaises décisions prises par Félix Tshisekedi. Notre ami vient nous raconter des choses ici. Il dit, il y avait même des rébellions sous Kabila. Non, sous Kabila, il y avait des groupes armés. Il ne faut pas arriver à tout mélanger. Le problème ici, c'est la confusion et les méli-mélos. Il y a une différence qu'il faut faire entre rébellion et les groupes armés. Sous Kabila, nous étions dans une posture de maintien de l'ordre public. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture d'une rébellion. Des personnes qui veulent renverser les pouvoirs établis. Nous étions nous sommes aujourd'hui. Bounagan est occupé, il y a une administration qui est mise en place. Il y a l'armée rwandaise, il y a une occupation. Maintenant, nous avons affaire à une occupation. Est-ce qu'il peut terminer de vous donner, je vais vous donner le mot de la fin. Qui termine? Après lui, c'est vous. Ok. Parce que lui-même, il a parlé, bon, il change encore. C'est encore une confusion de plus. Il a dit à un moment que le M23 était un mouvement rebelle. C'est lui qui l'a dit. Aujourd'hui, il dit que ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda. Je suis d'accord. Dans tout ce cas de figure. Je n'ai pas dit que le M23 est-ce qu'il peut terminer? J'ai dit que... Après lui, c'est vous. Après lui, c'est vous. Qui termine, je vous donne la parole. Ah, 5 secondes. Non. Il faut que je fasse une mise au point. Oui. Parce qu'il me donne ses minutes. Juste après lui. Il n'y a aucun problème. Il m'apporte ses minutes. 5 secondes. Je te laisse confort. Oui. Il m'apporte. Non. Terminez l'émission alors. Merci. Il m'apporte ses minutes. J'ai le droit. Il parle, je réponds ma parole. Oui, il n'y a pas de problème. Vous allez répondre votre parole. Ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, il y a eu un certain nombre d'accords qui ont favorisé la scisparité du M23, qui a eu plusieurs noms. C'est ce que je dis ici. Je n'ai pas considéré que le M23 a été considéré comme étant, je ne sais pas moi, une rébellion aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on ne parle pas de la rébellion. À l'époque, on parlait de la rébellion. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un mouvement terroriste des étrangers qui occupent illégalement une partie de notre territoire.
Voilà, c'est cela. Donc nous avons affaire à une occupation à proprement Merci, parler. merci. Donc il n'y a pas de confusion qui tient là-bas. Là, vous avez terminé l'émission. Dans tous les cas, cela ne change pas le fait que nous sommes dans cette situation suivant les mauvaises décisions de Félix Tshisekedi. Cela ne change à rien. Nous sommes dans une occupation parce que Félix Tshisekedi a conclu des accords bilatéraux. Merci. Lui-même est passé aux aveux au Conseil de sécurité Merci. des Nations Unies. Il est passé aux C'est des aveux contre-vérités. Merci. C'est des contre-vérités. C'en est fini pour aujourd'hui. Sur ces plateaux, j'étais avec Maître Rodrigue Ramazani. Il est porte-parole de l'envol de l'Université Sangha. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également de l'autre côté, M. Freddy Mwamba, cadre AFDC de Bati-Loupebo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, à la réalisation, régie finale. Là, je vois M. Rian qui était là, assisté par le doyen Philemon, M. Lazi qui est venu en retard. Prochainement, je vais vous sanctionner si possible. Et également, je dis un grand merci à mon DG, M. Odon Pambou, et aussi à notre DGA, M. Popol Tchongo. Et un grand merci à mon directeur de programme, Leke Omochipa. Suivez la rediffusion à 22 h. Restez fidèles sur la chaîne de la Maman Nationale. Au revoir.